Alors, bienvenue au webinaire L'engagement communautaire dans les milieux bilingues, for Change Making in Bilingual Places. Je vais passer la parole à Chuck, qui est le directeur conseil de l'évaluation de l'impact chez l'Institut Tamarack pour la reconnaissance du territoire. Okay. Avant de lancer cet événement, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître la terre sur laquelle euh, moi je trouve, où moi je me trouve. Pour commencer, je voudrais partager une citation de Michael Atherton. Ces derniers temps, nous procédons à des gestes et à des paroles symboliques. Je pense qu'en ce moment, de nombreux Canadiens commencent à voir au-delà de cette rhétorique. Si vous regardez d'un point de vue national, il y a encore des enjeux importants liés aux terres ancestrales et à l'exploitation des ressources naturelles à travers le pays. C'est important de se souvenir que l'acte de reconnaître le territoire nous a été confié par la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui s'est engagée avec les personnes autochtones d'une nation à l'autre, afin de comprendre la réalité qui leur a été imposée par le Canada, les étapes dont on a besoin de suivre afin d'atteindre la réconciliation. Tel qu'exprimé dans la citation de Michael Atherton, une reconnaissance du territoire n'est pas seulement un geste symbolique, mais une déclaration de notre engagement envers le futur de ce pays. Avec tout ceci en tête, j'ai formulé cette reconnaissance du territoire pour la ville de Falaise, en Alberta, pour reconnaître le territoire sur lequel je me trouve aujourd'hui. Souvenez-vous encore qu'une reconnaissance du territoire est une manière de comprendre l'histoire de la terre sur laquelle nous nous trouvons et notre lien avec elle, et donc notre responsabilité envers elle. Je vous encourage à personnaliser cette reconnaissance de territoire pour l'endroit qui vous tient à cœur. Les Autochtones des nations Castor, Cris et Sakani avaient peuplé et habité la région des Rivières-la-Paix depuis des temps immémoriaux. Le 20 juin 1899, les populations autochtones locales et un représentant du gouvernement du Canada, le commissionnaire en chef David Laird, signaient le traité numéro 8 au Petit Lac des Esclaves. Parce que plusieurs colons déménageaient au sud, l'évêque Émile Jean-Baptiste Marie Giroux a chargé le père Baptiste Giroux de Montréal et le père Constant Fallère d'attirer des catholiques canadiens français à la Rivière-la-Paix. Le gouvernement fédéral avait arpenté la région de la Rivière-la-Paix au début des années 1900 et la région fut ouverte à l'organisation en 1912. Le père Giroux et Fallère étaient à cheval et les colons voyageaient en wagon tirés par des chevaux. Un guide autochtone, Paiute, les dirigeait, mais il les a abandonnés près de Winagami. Cependant, les colons furent réunis de nouveau avec le guide Paiute lorsque le père Giroux les a menés visiter un village autochtone. Il emprunte ensuite un sentier autochtone et arrive près de Peavine Creek où il se repose et mange. Le lendemain matin, dimanche le 12 juin, avant de remettre en route, le père Fallère a pris la parole. Mes amis, dit-elle, nous ne savons pas encore à qui dans l'avenir appartiendront ces terres. Ne vous semble-t-il pas que, pour marquer au moins le passage en ce lieu de catholiques canadiens français, il conviendrait d'y planter une croix sur laquelle serait gravé le nom de vous tous? En oui unanime accueillit cette proposition. On voit donc le début de Fallère, avec les noms des colons originaux engravés pour toujours dans l'histoire. Cependant, dans l'enregistrement de cette histoire, on a choisi de ne pas garder le nom des gardiens traditionnels de ce territoire. Étant que résident actuel de Fallère, une ville nommée après un père catholique taché avec la colonisation de cette terre, j'aimerais rendre hommage au peuple cri, d'Anessa et de Nessantlinier. La ville de Fallère a été construite sur le territoire du traité numéro 8, reconnaissant ainsi la souveraineté de ce peuple et notre obligation de partager la terre et ses ressources avec eux. Étant que personne qui y vit et qui y travaille, et surtout étant que francophone, nous sommes tous des signataires de ce traité de paix et d'amitié. Il est impératif que nous suivions notre direction de ce gardien traditionnel des systèmes de connaissances, d'apprentissage et de culture qui souligne la terre et son bien-être. Fallère se trouve également dans la région 6 de la nation métisse de l'Alberta. Je rends hommage à tout le peuple métis,
comme pour les Premières Nations, le peuple métis exigeait et exige encore la justice climatique, la souveraineté et le droit de vivre avec dignité et respect en suivant les savoirs et les systèmes culturels. Nous avons l'obligation de les soutenir et de les appuyer lorsque nous le pouvons, en particulier étant que francophones, pour que nos histoires et nos destins soient très liés. Je rends également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent dans la région, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, qu'ils soient jeunes ou âgés, parce qu'eux aussi continuent de cibler la justice climatique et le droit de vivre avec dignité et respect, en suivant les savoirs et les systèmes culturels. Il est important de reconnaître la force et la résilience de ces premiers peuples et de les appuyer lorsque nous le pouvons. Je voudrais également prendre ce moment de reconnaître l'histoire de l'esclavage et des conditions de servage au Canada afin de rendre hommage à toutes les personnes noires et pas noires qui ont payé le prix de la sang pour bâtir ce pays. Même s'ils ont tant fait pour ce pays, leurs histoires sont si souvent ignorées. Nous reconnaissons aussi qu'aujourd'hui, comme hier, et comme le jour avant, et le jour avant celui, des personnes ont perdu la vie ou vivent dans des conditions inhumaines causées par des systèmes d'oppression. Beaucoup d'entre nous ont vu disparaître des proches ou aiment des personnes qui subissent à la violence au quotidien. Nous sommes nombreux à porter le traumatisme. Certains d'entre nous ont été blessés à cause de liens réels ou supposés avec des pays, des cultures ou des religions impliquées dans ces conflits. Beaucoup d'entre nous luttent activement contre la violence et l'oppression, tout en se sentant souvent ignorés ou réduits au silence. Et nous sommes nombreux à vivre dans la peur de ce que l'avenir pourrait encore nous infliger. Je vais me taire pour les prochaines minutes afin de vous donner l'occasion de personnaliser cette reconnaissance des territoires pour vous. Parfait. Bon matin pour les personnes à l'ouest, bon après-midi pour les personnes à l'est. Bienvenue à notre webinaire. Je suis tellement content de pouvoir avoir comme cette conversation. Ça fait longtemps qu'on a commencé la planification. En effet, on a commencé la planification pour ça en mai cette année. Donc, ça fait vraiment bien. Mais en gros, euh, dans, so, pour commencer, comme c'était mentionné, je m'appelle Choco Danibo. Je suis franco-albertain, originaire de Falaire, originaire de Calgary, mais j'habite à Falaire en ce moment en Alberta. Et étant que francophone issu du milieu minoritaire, la question de langage était toujours une question assez intéressante pour moi. Et surtout quand je commençais à lutter dans un milieu environnemental et surtout le côté plus social dans la lutte pour l'environnement, donc l'engagement communautaire, la sensibilisation, des éléments comme ça. J'ai commencé à remarquer à quel point la question de langue avait un impact sur la façon dont on interagit, non seulement avec la Terre et l'environnement, mais avec l'un l'autre. Et à quel point la question de langue peut être comme une question sensible, un sujet assez sensible dans un contexte canadien, quand c'est par rapport à l'engagement communautaire surtout. Puis aussi, quand j'ai commencé à vraiment soutenir les OBNL, et surtout les OBNL qui voulaient devenir plus bilingues, qui voulaient être plus impliqués dans les communautés bilingues. Donc, par exemple, la ville d'Ottawa, la ville de Montréal, tu sais, les villes où il y a une forte population francophone et anglophone, ou à l'échelle nationale du pays. Ils ont commencé en disant, oh, mais on n'a pas la capacité pour traduire. Et j'étais juste là comme, mais c'est pas forcément la traduction qui est nécessaire pour engager les deux groupes sociolinguistiques. Et lorsqu'on entre dans le sujet des langues et on entre dans le sujet de comme la justice linguistique, là, on commence à vraiment comme poser des questions si on a du mal avec deux langues qui sont assez mondiales pour des raisons liées à la colonisation, mais des deux langues assez mondiales avec plein de ressources, plein de médias qui existent dans les deux langues, des articles de journaux, des nouvelles, des publications, des connaissances produites dans les deux langues. Ça force à poser des questions. Si on a du mal avec deux langues, avec si beaucoup de ressources, qu'est-ce qu'on peut faire pour des langues moins soutenues, surtout des langues autochtones, et nos obligations envers la réconciliation par rapport aux langues autochtones aussi. Donc, ceci a commencé à créer plein de questions. Et là, je voulais avoir cette conversation avec des personnes qui luttent dans un milieu bilingue.
dans des milieux bilingues, qui perd l'engagement communautaire, mais qui lutte surtout pour un avenir plus juste. So, dans ce cas-là, on a 3 personnes qui travaillent dans un milieu environnemental. Ceci était vraiment comme par hasard. Hein? J'ai cherché des personnes qui faisaient l'engagement communautaire dans un milieu bilingue, qui luttent pour un enjeu. Et là, on a trouvé 3 personnes qui travaillent vraiment dans un milieu environnemental. Donc, je suis vraiment heureux de présenter, euh, je suis vraiment heureux de présenter Myriam Bonnet qui travaille avec la transition écologique, la pêche, Coalition for a Green New Deal, qui travaille dans la municipalité de la pêche au Québec. De, souhaiter la bienvenue à Annika Chiasson, qui est la directrice pour le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, qui travaille à l'échelle provinciale. Et là, on a Julie Donlevy, qui travaille pour FES, donc Financer, Engager, Soutenir, qui travaille à l'échelle nationale du pays. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, je vais lancer tout de suite vite dans la première question. Et je vais commencer avec Myriam. Donc, chacun de vous travaille avec des organismes qui visent à créer un lien, à créer un changement sociétal sur le plan environnemental ou climatique. Quelle est l'importance, selon vous, d'effectuer ce genre de travail en français et en anglais? On commence de façon très générique et très directe. Myriam, je vais commencer avec toi. Donc, l'importance de parler dans les 2 langues, en anglais et en français spécifiquement, pour notre travail? L'importance de faire votre travail en anglais et en français spécifiquement, oui. D'accord. Je vois ça comme une question d'accessibilité, d'ouvrir la possibilité à plus de personnes. Je dirais pas tout le monde parce qu'il y a des gens qui parlent qui sont plus à l'aise dans d'autres langues que l'anglais et le français, mais de permettre à beaucoup plus de gens de bénéficier de l'accès à l'information et des services lorsque on offre les informations dans les 2 langues. Merci. Annika? Donc, dès les débuts de l'organisation, mon organisation, le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, c'était noté qu'on voulait faire notre travail dans les 2 langues officielles du Nouveau-Brunswick, donc l'anglais et le français. Donc, c'était quelque chose qui était du départ important pour nous, puisque comme réseau de communication, puis un réseau qui essaie de faciliter la collaboration pour un mouvement à l'échelle provinciale, ça ne peut pas se faire sans la participation des gens qui y habitent, ce qui inclut les 2 groupes et bien sûr aussi également d'autres langues, mais au niveau officiel de la province, l'anglais et le français. Ouais, sinon, c'est exclure trop de gens, essentiellement. Merci. Julie? Salut tout le monde, je m'appelle Julie, je suis basée à Montréal, Tiohtià:ke et Mouniang. Donc merci. Puis pour répondre à cette question, ben comme Chuck a dit, ben, FAS, on travaille partout le pays, ce qui est à ce moment le Canada. Puis c'est important d'engager dans les 2 langues et non pas juste la traduction comme vous avez dit aussi, mais dans le sens que oui, il y a beaucoup de gens qui font des manifestations ou veulent voir des changements dans la justice climatique. Et non pas juste les aspects de programme ou de projet ou des matières ou des rapports, mais aussi ce que j'ai vu, ce que je vois dans le contexte francophone, dans le contexte de Québec, dans le contexte de beaucoup villes ou communautés francophones. Il y a d'autres luttes pour le changement climatique et ça se peut pas être le même, par exemple, si on compare même le sud d'Ontario qui est beaucoup plus anglophone et puis le nord d'Ontario qui est plus francophone dans certaines régions-là. Il y a d'autres problèmes avec le changement climatique en face de nous. Et comme ça, c'est plus important d'inclure les 2 langues parce que les 2 langues, ou même d'autres langues, ont beaucoup d'autres problèmes pour leur terre, pour leur région spécifiquement. Et alors comme ça, on inclut plus dans le contexte du Canada, c'est quoi actuellement le but et le topic plus important à ce moment pour la justice climatique. Et si on inclut juste l'anglais, on manque beaucoup d'autres. Donc, c'est ça un peu. Merci beaucoup. Donc,
Là, je vais tout de suite lancer dans un argument que j'entends tout le temps. Mais les francophones au Canada parlent tous l'anglais. Pourquoi on a besoin de faire l'effort d'être bilingue? Comment naviguez-vous des dynamiques de pouvoir entre les langues majoritaires et minoritaires dans votre travail? Euh, Annika, je vais commencer avec toi cette fois-ci. Ouais, c'est pas vraiment quelque chose qu'on entend super souvent dans notre travail, pourquoi vous faites l'effort de faire ça de façon bilingue. Mais je peux dire qu'en général, dans le contexte où on essaie de faciliter la collaboration, puis quand on parle avec les groupes francophones, on se fait souvent dire ou on entend très souvent qu'ils se sentent moins écoutés quand ils parlent en français dans une réunion qui est majoritairement anglophone. Ou parfois même ils sentent un sentiment de culpabilité s'ils parlent en français alors qu'ils savent que la majorité des gens sont anglophones. Puis ce qui aide vraiment dans ce contexte, c'est un autre qui est bilingue et qui encourage la discussion dans la langue de son choix. Donc, pourquoi faire cet effort? Essentiellement pour que tout le monde puisse se sentir confortable de s'exprimer. Même je suis francophone, parfois je suis plus confortable de m'exprimer en français, parfois je suis plus confortable de m'exprimer en anglais, dépendant du sujet, dépendant de la situation, mais on veut vraiment assurer que tout le monde puisse participer à fond, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'effort. Puis aussi, on ne veut pas exclure, comme Julie disait plus tôt, différents enjeux, différentes perspectives qui ressortent non seulement à cause de où on est situé, mais aussi de la langue qu'on parle et de notre culture. Donc, c'est pour ça, faire l'effort. Julie. Ouais, je suis vraiment avec toi, Annika. Puis c'est cool parce que j'ai vu des moments. Moi, je gère une communauté jeunesse. Puis c'est vraiment cool parce qu'on voit des fois des discussions multilingues, des fois en français, en anglais au même temps. Et aussi, surtout, cette webinaire, c'est avec l'interprétation, par exemple. Il y a beaucoup de façons à faire ça. Ça se peut, l'interprétation, ça se peut que c'est tout bilingue, comme chaque diapo, on change les langues. Mais ce que j'ai vu aussi, un bel exemple, une fois j'ai eu une réunion, puis on a vu qu'il y avait même des anglophones qui voulaient pratiquer le français, dans le sens que oui, on a eu l'espace avec l'interprétation, avec un espace bilingue, puis peut-être si c'était la conversation plutôt juste en anglais, peut-être cette personne-là voulait pas vraiment ou pas ou l'idée de pratiquer un petit peu. Et comme ça peut enlever aussi comme des moments de joie, des moments d'apprendre qui aussi peut aider l'un et l'autre à être comme plus confortable pour des erreurs de langue s'il fait français ou l'anglais ou un mélange des deux, puis ça aide l'ambiance de juste une réunion, par exemple. Ou même entre deux personnes, ça juste ouvre les possibilités de changer des langues. Si, oui, comme Annika a dit, des fois, il y a des sujets particuliers qui sont plus faciles à décrire dans une langue ou l'autre. Et alors, si on a juste un espace unilingue avec, par exemple, juste anglais, on manque des opportunités pour l'apprentissage ou pour partager la culture ou pour être, comme aussi, vous avez dit, plus à l'aise parce que ça dépend de chaque sujet aussi. Oui, c'est ça. Incroyable. Et Myriam, je te cède la parole. Oui, je pense, Chuck, que tu l'avais mentionné, je vois surtout l'anglais, n'importe quelle langue majoritaire, mais vraiment surtout l'anglais, vu que c'est une langue majoritaire pour la planète. Je vois ça comme une forme de privilège en ligne avec d'autres formes de privilèges telles que la race, orientation sexuelle et autres, qui est accompagnée par son propre dynamique de pouvoir. Je trouve que les anglophones sont souvent habitués à ce que tout soit traduit dans leur langue maternelle et à s'attendre à recevoir les informations en anglais parce qu'on peut vivre ça presque n'importe où dans le monde, n'importe où dans le monde où on va visiter, mais ça ne va pas dans les deux sens. Si on est francophone ailleurs au Canada que les places où moi j'ai visité, en tout cas, peut-être c'est différent au Nouveau-Brunswick, mais
À part le Québec, je trouve qu'on ne peut pas s'attendre à avoir les informations en français et on n'a pas cette attente-là. Et je trouve que c'est une inégalité et un double standard qu'on vit dans un pays qui est censé d'avoir 2 langues officielles. Je pense que ça revient à une question de niveau d'aisance, comme les autres panélistes l'ont dit, d'être à l'aise dans une situation, de pouvoir se sentir bien, de pouvoir les inconvénients qu'on subit quand on ne comprend pas quelque chose ou on ne comprend pas à 100%, la quantité d'informations à laquelle on a accès. Et ça peut même être une question de santé, de sécurité, de bien-être, de toutes sortes de choses, tout dépendant du sorte d'informations qui sont transmises ou qui ne sont pas partagées dans la langue maternelle. Incroyable. Donc, ce que je viens de comme vraiment entendre parmi vous, et on parle d'une question de comme confort. On veut que tout le monde se sente confortable dans l'espace concret, dans le mouvement concret. On parle de convivialité. Ouais, c'est-à-dire que les gens qui se parlent pas au quotidien puissent entrer dans le même espace d'engagement, surtout dans vos cas pour l'environnement, et à trouver un sentiment plus large de communauté, un sentiment plus large de comme nous, même si on n'appartient pas au même groupe ou en même région, on s'entend pour lutter pour pour le climat, pour la planète ensemble et créer comme des liens humains à travers ça. Un élément intéressant qui a été ajouté par Julie est cette idée de comme créer des espaces sécuritaires ou ça que les safe space, j'aime utiliser la traduction espace ensaccable, mais c'est pas si bien connu. So, j'ajoute safe space, espace sécuritaire, d'être mal à l'aise pour les personnes qui ne sont pas habituées d'être pas d'être servies dans leur langue. Right? So, parce qu'en reconnaissant la dynamique de pouvoir, comme tu as mentionné, Myriam, lorsqu'on crée un espace, lorsqu'on fait l'engagement communautaire bilingue, on reconnaît à la fois qu'on aimerait soutenir les langues minoritaires, dans ce cas le français, mais on aimerait également créer un espace où les personnes issues de langues majoritaires puissent devenir rapidement à l'aise avec l'idée d'être mal à l'aise, ne pas tout comprendre. Et ça, c'est une action, un élément tout seul. Et puis, cet élément de lutter contre l'injustice. Right? On ne peut pas dire qu'on lutte contre toutes ces autres injustices, mais on garde une certaine injustice dans notre lutte pour les autres injustices. Et donc, en reconnaissant que lorsqu'on lutte pour une injustice, on commence à lutter pour d'autres injustices, parce que ça fait partie de la notion de solidarité et dans l'avancement collectif. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a aussi déjà comme des commentaires issus des participants, des personnes qui assistent dans le clavardage pour les personnes, pour tout le monde, j'ai besoin de courage de garder un œil sur le clavardage aussi, parce qu'il y a des points intéressants qui sont partagés ou affichés. So, maintenant qu'on a parlé de comme l'importance de faire ça, je vais transitionner sur comment on devrait faire ça, quelles sont les actions qu'on peut prendre, surtout avec des capacités différentes. Parce que, par exemple, pour ce webinaire, on a l'interprétation, mais l'interprétation est assez chère. C'est pas tout le monde qui peut, et c'est pas chaque webinaire qui peut payer pour un interprète. Et même chose pour la traduction. Donc, chacun de vous, vous travaillez pour des organismes petits, taille moyenne, on n'a pas vraiment des organismes larges, mais petit et taille moyenne. Mais quelles sont les méthodes que vous utilisez pour engager les deux communautés linguistiques? Quelles sont les actions que vous prenez pour faire en sorte que tout le monde se sent à sa place, ou même si les gens ne se sentent pas forcément à sa place, et peuvent comme s'adapter? Quels sont les moyens ou les mécanismes que vous utilisez à l'interne dans votre équipe et à l'externe pour engager la communauté? Julie, je vais commencer avec toi. Oui, parfait. Merci pour les questions puis la discussion déjà. Puis oui, pour moi au travail, je trouve que oui, il y a certainement des petits défis. Surtout, oui, on doit avoir un budget pour des choses français en anglais pour des traductions. Mais à côté de juste la traduction aussi, je pense que comme
comme tu as dit, Chuck, comme les choses internes et externes. Donc, je trouve que si votre équipe n'est pas prête pour avoir genre, par exemple, un membre d'équipe francophone ou pas prête pour mettre le ton ou le bouger pour les choses français, ça va être pas assez clair dans le façon externe, ça va marcher pas, en fait, en façon externe si on veut engager des personnes francophones, par exemple. Donc, je peux marquer que les moments qu'on a eu une équipe plus bilingue, on a eu plus de capacités bilingues, c'était plus un bon moment pour nous de faire plus d'engagement, plus de partenaires. Puis aussi, je pense que c'est pas juste d'être comme, ah oui, on va parler de plus des personnes francophones. Non, c'est aussi la façon d'avoir une relation avec surtout pour nous, on travaille avec les jeunes, mais si c'est aussi des autres partenaires, faut que c'est une relation plus proche et pas juste dire comme, ah oui, on veut, je sais pas, 20% de nos partenaires et être francophone. C'est plutôt comme un effort que vous devez faire, euh, puis ça prend du temps des fois, donc tu peux pas arriver comme, ah oui, demain, on veut être un organisme totalement bilingue. Ça se peut pas si dans l'interne, c'est pas un travail tous les jours et ça va être clair en externe, même si tu penses pas. Ça va être clair en externe si c'est un organisme qui a des valeurs pour être multilingue, pour être plus inclusif et pour marcher mieux dans les façons francophones. Et surtout aussi, comme j'avais dit, il y a d'autres, je sais, il y a d'autres façons de faire les manifestations, il y a d'autres politiques, d'autres lois, d'autres luttes pour la justice climatique en d'autres langues. Et alors, ça doit être inclus aussi parce que sinon, on va manquer ça. Et ouais, ça, c'est un peu les défis, puis un peu aussi les façons de gérer ça en même temps. Oh, ce sont des points importants, des points excellents. C'est vraiment comme cette augmenter la capacité bilingue de l'équipe interne pour pouvoir faire des choses plus à l'externe sans dépenser tant d'argent. C'est un point important. Myriam, surtout pour vous parce que vous travaillez dans un milieu plus de bénévolat. Oui, comme l'a dit Julie, la capacité à l'interne, c'est très important. Je pense que c'est comme un cycle vicieux. Quand on n'a pas assez de capacité bilingue dans l'équipe, on communique moins dans l'autre langue et donc on invite ou on encourage moins on invite moins les gens dans ce temps-ci francophones pour se joindre à l'équipe et donc on continue à avoir pas assez de capacité dans l'équipe où les personnes francophones ne sentent pas un sentiment d'appartenance ou d'être inclus et la bienvenue. Une approche que j'ai beaucoup aimée pour répondre à la question d'approche gagnante, surtout pas nécessairement avec beaucoup de moyens. On a fait une consultation l'engagement citoyen, donc une séance de consultation avec la communauté dans ma municipalité rurale ici, qui a beaucoup de personnes anglophones et francophones. C'est toujours difficile. La question qui revient très souvent, c'est le temps que ça prend pour traduire à 100% dans chaque langue. Ça peut être ennuyant et des fois, on n'a juste tout simplement pas le temps de tout traduire. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a présenté sur le PowerPoint, c'était en français, les présentations ont été en français. On a invité les gens de poser les questions dans la langue de leur choix et on avait quelqu'un sur place qui pouvait communiquer, plusieurs personnes qui pouvaient interagir avec le groupe dans les deux langues. Mais on a aussi fourni une copie papier en anglais de la présentation PowerPoint et de toutes les notes d'allocution aussi qui allaient avec chaque partie de la présentation. Comme ça, les gens avaient vraiment l'information complète. Parce que ce que je vois très souvent et ce que je trouve dommage, c'est quand on fait un va-et-vient entre les deux langues. Un peu en anglais, un peu en français. Souvent, c'est proposé comme solution. Et pour moi, ça va parce que je suis bilingue. Mais si on est unilingue, que ce soit en anglais ou en français, on finit par manquer la moitié de l'information. Donc, c'est une approche que j'aime pas trop. Merci beaucoup. C'est quand même drôle parce que quand tu parlais de comme le va-et-vient en français et en anglais, j'ai pensé à quel point j'apprécie Air Canada. On n'est pas sponsorisé, hein? Mais c'est juste,
Souvent, quand je suis à l'aéroport, je suis juste en train de comme, écouter la musique, chiller, faire whatever. J'entends l'annonce, je suis comme, oh non, j'ai manqué l'annonce. J'enlève mes casques et j'entends l'annonce de la prochaine langue, puis je suis comme, ah, c'est nice d'être bilingue. Annika. Ouais, donc j'appuie vraiment ce que Myriam et Julie ont dit. Ça commence vraiment à l'interne, puis en fait, c'est quelque chose qu'on fait à l'interne à l'équipe également. On a certaines personnes francophones sur l'équipe et des personnes anglophones également. Puis dans nos rencontres hebdomadaires, on partage dans la langue de notre choix. Parfois, s'il y a des choses qui se manquent, on se répète, on clarifie. Comme ça, c'est également une opportunité d'apprentissage pour nous à l'interne. Euh, du côté un petit peu plus rencontre puis partage externe, on fait beaucoup de réunions puis beaucoup de rencontres au réseau, comme vous pouvez probablement imaginer. Donc, certaines choses qui aident vraiment pour nous à l'engagement dans les deux langues, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un autre bilingue. Donc, pour mettre en fait le français en place première, puisque d'habitude, comme on se l'entend au Nouveau-Brunswick, français en situation minoritaire. Donc, généralement, on a plus d'anglophones que de francophones. Donc, un autre qui met vraiment à la place et met l'emphase sur le fait que c'est une rencontre bilingue et utile. Également, j'ai vu un commentaire plutôt de comment est-ce que ça peut être avoir des discussions dans de langues distinctes et utiles, oui. Puis en fait, c'est une conversation que j'ai eue avec des membres il y a environ 2 ans. On avait fait un sondage puis une discussion par rapport à l'engagement des groupes francophones au sein du réseau puis au mouvement environnemental au Nouveau-Brunswick. Puis ce qui a été ressorti spécifiquement au sujet d'avoir des groupes de discussion dans les deux langues, qui est une pratique qu'on utilise très souvent, même dans des rencontres bilingues, c'est que c'est apprécié, mais il faut également donner l'opportunité aux participants de partager en grand groupe pour assurer une plus grande visibilité. Donc, pouvoir faciliter cet échange. L'autre chose, oui, bien sûr, c'est s'assurer que au moins les produits écrits sont disponibles en anglais et en français, soit les diapos sont bilingues ou les notes ou le suivi sont dans les deux langues. Puis je trouve que ça prend essentiellement juste beaucoup de répétition, puis mettre l'emphase sur la visibilité, puis rappeler aux gens qu'on essaye d'opérer dans les deux langues ici. Ce qui est vraiment intéressant de ce que tu viens de dire, Annika, et ça pose la question, qu'est-ce que ça veut dire le bilinguisme pour votre organisme? Donc, lorsque moi, j'ai travaillé avec des organismes qui veulent devenir bilingues, ça, c'est la première question que je leur pose. Qu'est-ce que ça veut dire le bilinguisme pour vous? Parce que chaque organisme, chaque niveau de gouvernement fait une réponse différente à cette question. Pour le Nouveau-Brunswick, le bilinguisme, c'est la répétition. Il faut avoir comme les autobus scolaires en anglais et les autobus scolaires en français. Pour le gouvernement fédéral, c'est un an de plus où ils parlent en français et en anglais. Pour certains groupes, c'est genre les va-et-vient, right? On parle moitié en français, moitié en anglais. Et oui, si tu n'es pas bilingue, tu vas manquer la moitié de ce qu'on dit. Mais voici le bilinguisme. C'est genre, il faut parler les deux un peu. So, c'est vraiment intéressant de poser cette question aux organismes. So, disons d'abord peut-être comme étape à commencer, en tant qu'organisme, il faut avoir des conversations à l'interne. Qu'est-ce que ça veut dire le bilinguisme pour nous? Est-ce que ça veut dire la répétition? Est-ce qu'on va tout offrir en français et en anglais? Est-ce que ça veut dire des espaces bilingues? Est-ce que ça veut dire qu'on va tailorer, right? On va tailor-made, on va customiser en effet notre contenu. So, on va publier le contenu uniquement en anglais qui est important ou qui cible les anglophones, et on va publier le contenu qui est plus pertinent, qui cible plus les francophones. Le bilinguisme a comme plusieurs définitions et plusieurs manières d'être bilingue. Et donc, il faut poser cette question selon vos valeurs, ainsi que selon votre capacité. Parce que comme c'était mentionné par tout le monde, la capacité interne est importante. Un autre élément à réfléchir, parce que quand j'avais un OBNL, j'ai fait ça, il faut se rappeler que le français est une langue. Donc, ça veut dire qu'on peut apprendre le français. So, lorsque je gérais un OBNL, avec avec tout le personnel qu'on a embauché, lorsqu'on a embauché le personnel unilingue, et souvent c'était unilingue anglophone, on leur a donné comme chaque vendredi 8 heures de juste apprentissage de français. So, on leur payait leur salaire normal, mais le vendredi était dédié à l'apprentissage du français.
Et l'idée n'était pas forcément qu'il devienne bilingue, right? Parce qu'on sait que devenir bilingue dans une langue, ça prend vraiment des efforts et des actions plus concrètes que juste 8 heures d'apprentissage. Mais l'idée est de créer un sentiment d'empathie envers un autre groupe linguistique et envers une réalité auquel ils n'ont pas forcément l'accès facile. Et donc, on a tailoré les leçons pour ça, dans le sens où c'était pas genre, voici comment conjuguer. Donc, la conjugation est très importante en français, mais ce n'est pas l'objectif de la leçon. L'objectif de la leçon était plus, voici comment accéder des réalités francophones. So, voici les mots dont vous avez besoin de voir, de comprendre. Voici les mots qui vont vous donner accès à une nouvelle réalité. Et après ça, c'est une question de comment intégrer cette réalité et cette base de connaissances dans notre façon de prendre ou notre façon de faire afin de élargir l'accès à l'innovation auquel on peut y accéder. Right? Parce que la langue, ça devient une cage mentale. Sur le moment que tu apprends notre langue, tu élargis cette cage, tu élargis la capacité de imaginer d'autres possibilités. Même ici à l'Institut Tamarack, on commence à apprendre comment être un institut bilingue. On est vraiment, je dirais pas au début de notre apprentissage, mais vraiment, on est quand même aux premiers étages, aux premières étapes. Et un élément qui est vraiment intéressant pour les personnes de Tamarack est de partager les concepts qui existent en français, qui n'existent pas en anglais. So, récemment, on a eu une conversation par rapport au mot pérégrination. Right? Parce qu'en anglais, on utilise le mot travel, or trip, or whatever. En français, il y a le mot voyager et le mot pérégriner ou pérégrination. Et une pérégrination est un voyage sans fin, un voyage en fin. Et donc là, lorsqu'on parle de pérégrination, on parle de nos objectifs étant coordonnés. Notre voyage n'a pas de fin, mais ça, c'est vraiment par rapport à les voies qu'on prend. Ouais, ça change un peu la façon dont on voit les choses. So, j'ajoute ça à la conversation. En reconnaissant qu'on commence à manquer de temps, je vais poser une question du public. So, la question vient de Marcia. What are some of the outreach/engagement methods that you have used when engaging bilingual/multilingual individuals, and which methods have been the most successful? Qui aimerait faire un essai de répondre à ça? Annika? Is it possible for you to, do you specifically mean just engaging with bilingual or multilingual individuals, or do you mean, unilingual and then engaging bilingually? Bonne question. On va attendre une clarification de Marcia. Mais peut-être on peut répondre aux deux options. C'est Ouais. si vous engagez aux personnes bilingues ou multilingues, est-ce qu'il y a des méthodes que vous utilisez par rapport à si vous engagez avec des groupes unilingues mais distincts? Je suppose qu'ici au réseau, du fait qu'on est un organisme qui est dédié à répondre et à servir des groupes des deux langues et des groupes qui travaillent également de façon bilingue dans la province, notre priorité, c'est de s'assurer que toute notre communication externe est disponible dans les deux langues. Donc, on a une infolette hebdomadaire qui est envoyée à tous les membres de nos groupes membres, donc un grand groupe. Puis dans nos communications, on s'assure toujours d'identifier qui est bilingue, qui parle français et anglais, qui parle uniquement français, qui parle uniquement anglais, ou même c'est quoi leur préférence de communication. Ce qui nous aide à vraiment pouvoir bien engager différentes personnes. Donc, pour exemple, comme notre infolettre, si les gens ont indiqué qu'ils préfèrent recevoir notre infolettre en anglais, ils la reçoivent uniquement en anglais. S'ils ont indiqué qu'ils préfèrent communiquer de façon bilingue, ils la reçoivent dans les deux langues.
Donc, on essaye de s'adapter aux besoins ou aux demandes de nos groupes membres. À l'interne, où on organise des rencontres un petit peu plus avec nos groupes membres qui sont moins externes, puis plus qui facilitent le travail à l'interne. On commence chaque fois un petit groupe de travail avec une question de on veut opérer dans quelle langue? Est-ce qu'on veut opérer entièrement de façon bilingue? Est-ce qu'on veut opérer de façon anglaise ou francophone, etc. Puis c'est une décision qui est faite par le groupe comme tout pour s'assurer qu'on puisse tous bien communiquer. Puis bien sûr, ça, c'est pas ancré, c'est pas fini, ça peut changer, mais on commence là. Oui. Et on vient de recevoir la clarification. Donc, je crois que ta réponse a bien répondu à la question d'origine. Julie et Myriam, est-ce que vous voulez ajouter à ça? Sinon, on va continuer à la prochaine question. Oui, je peux ajouter vite fait aussi. Oui, donc pour engager, je pense que aussi c'est important de penser globalement. Si on pense dans le sens plus large, comme engager des jeunes, par exemple, au travail que je travaille à FS, à la jeunesse, ça peut être différent avec une individuelle. Donc, des fois, pour moi, l'engagement, ça peut être individuel, dans le sens que c'est une personne multilingue. Par exemple, j'ai engagé une jeune qui parle juste en français. Puis j'ai eu une réunion ou quelques réunions, quelques courriels avec eux de comprendre leurs besoins spécifiquement. Puis cette personne-là, par exemple, peut vraiment comprendre plus l'anglais par écrit et pas vraiment par oral. Donc on parle de, OK, comment on peut se soutenir dans le sens oral? Et oui, peut-être cette personne-là est correcte d'avoir des dossiers, des trucs envoyés par courriel en anglais. Ça dépend. Ou peut-être c'est totalement en français ou peut-être c'est multilingue. En plus, c'est structurel aussi dans le fond que, par exemple, on fait des bourses pour des personnes, puis des personnes font des candidatures pour ça. Et aussi, on a des options de répondre en français, en anglais ou dans les deux langues en même temps. Comme ça, c'est plus disponible pour, comme on a discuté, pour certains sujets, certaines questions, peut être répondre dans le mélange des l'anglais et le français aussi. Et aussi, comme j'avais déjà dit globalement, je pense que c'est important de vraiment focus sur la relation et aussi penser en général, c'est quoi la démographie aussi au Canada? Si on pense à des personnes récentes qui sont immigrées au Canada, faut pas qu'on oublie qu'il y a beaucoup des immigrants qui sont francophones aussi. Et si on veut engager plus avec même les Autochtones, est-ce qu'il y a des communautés métis autochtones qui parlent plus en français ou peut-être plus en anglais? Ça dépend. Ça dépend de vraiment d'autres langues qu'ils parlent. Et pour être multilingue, c'est au premier, je pense, faire attention puis avoir cette relation plus proche, si tu peux, pour comprendre plus leurs besoins aussi. Parfait. On va changer pour la prochaine question. On vient de recevoir une question très intéressante. How much time does this take on a weekly basis, the full process? Translation itself, coordination of two languages, how much time should be accounted into work time to make it bilingual? Ça, c'est une très belle question parce que le candidat de fois, si tu es le seul bilingue sur une équipe, le candidat voit que tu reçois des courriels disant est-ce que tu peux traduire ça rapidement? Est-ce que tu peux lire ça et vérifier que c'est bon? Puis des jours là, comme j'ai mon travail aussi à faire. Ah, Myriam, Oui, je te cède la parole. oui. Et c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, mais c'est beaucoup plus quand la capacité dans l'équipe n'est pas suffisante. Donc, Chuck, tu viens de parler de ta situation. Si tu es une des seules personnes, et je dis pas que c'est le cas à Tamarack, mais si tu es l'une des seules personnes qui parle français, ça devient comme un travail supplémentaire de faire la traduction pour le groupe. Et ce n'est pas juste, c'est pas raisonnable. Mais si on a assez de gens dans l'équipe qui sont francophones et anglophones, et même d'autres langues, si on veut inclure d'autres langues, là, ça devient plus gérable parce que moi, ma première langue, c'est l'anglais. Et quand j'essaye d'écrire en français, ça me prend énormément de temps. Je suis capable de bien faire, mais si je peux avoir un collègue ou une collègue francophone qui le fait, ça va leur prendre un 10% du temps parce que ça vient automatiquement.
Ça ne veut pas dire que c'est pas une charge de travail et il faut avoir une capacité de ressources humaines qui est une ressource supplémentaire pour l'organisme, mais au niveau du temps, ça peut gagner beaucoup de temps si c'est la bonne personne qui le fait. Oui, j'aime ça. Annika, Julie, quelque chose à ajouter avant qu'on change de question? Oh, Annika, tu peux y aller. Je vais pas prendre beaucoup de temps. Je veux juste dire que je sympathise avec toi, Chuck, parce que moi, c'était ma situation au réseau pendant un bout de temps où j'étais la seule francophone. Et à un moment donné, j'ai même dû parler avec ma directrice puis dire, regarde, je passe la demi de ma journée à relire des textes d'autres personnes, j'ai d'autres travail à faire. Donc oui, c'est une question de ressources humaines puis d'avoir la capacité à l'interne pour pouvoir faire ce travail, comme Myriam l'a dit. Oui, je vais vite fait ajouter aussi, j'ai vraiment aimé aussi l'idée que Chuck a partagée comme un autre exemple de prendre du temps pour être plus bilingue parce que surtout moi, je suis avec vous, des fois, j'ai fait beaucoup d'erreurs pour faire des traductions si on a moins de capacité. Puis oui, ça peut être super dur des fois de dire comme, oui, j'ai pris 5 heures de traduction, c'est pas faux. Puis moi, je suis anglophone plutôt aussi, donc c'est ça. Mais à côté de ça, oui, je pense que aussi ça prend du temps aussi de juste mettre les petits détails en français, même partage la musique en français ou partage les médias en français parce que comme on a dit, oui, globalement en français, il y a assez de médias, mais surtout au Canada et d'autres pays, je trouve que l'anglais, c'est plus dominant. Et si on même juste partage une chanson que t'aimes en français ou une film que t'aimes, ça peut aider l'équipe de juste ouvrir sur la culture française et avoir plus. Donc, mettre les moments pour ça aussi, pas juste les traductions, pas juste, oui, check, j'ai fait une chorale en français, ça a été le temps que j'ai fait. C'est aussi les moments, oui, plus culturels aussi. Oui, les moments ludiques. On devrait pas associer une langue à juste de travail supplémentaire. On devrait comme l'associer avec une culture, avec la- beaucoup d'amusement. Même si tu regardes comme les Simpsons en français, là, c'est top. Français québécois spécifiquement, hein. Je ne sais pas si les Simpsons ont été traduits en français de France. Mais le français québécois, c'est tellement bon. Ah, OK. So, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a une question dans la section Q&A et je vous encourage à répondre à ça par texte si vous pouvez. Mais je veux poser deux questions pour nous terminer et si vous pouvez comme répondre de façon efficace en reconnaissant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais la première question est qu'on a mentionné plusieurs fois d'autres langues, la langue issue d'immigration, les langues autochtones. Et parfois, et je trouve que souvent ça arrive comme en bad faith argument, c'est juste une réponse en mauvaise foi. Mais chaque fois qu'on essaie de comme, faire avancer quelque chose en français, les gens ont l'habitude de dire, mais what about ces autres langues? So, moi, je vous pose la question, est-ce que en travaillant dans deux langues, en anglais et en français, est-ce que ça vous a aidé à travailler en plus de deux langues? Est-ce que ça vous a aidé à créer l'espace pour les personnes qui sont allophones, right, qui ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle ou langue de préférence? Ça, c'est question 1. Et question 2, et qu'on aimerait utiliser cette conversation pour commencer à écrire un outil pour soutenir des OBNL, des organismes, des communautés qui aimeraient plus faire l'engagement communautaire bilingue. Vous avez mentionné plusieurs choses qui vont être très utiles pour l'outil. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné que vous aimeriez que ça soit incorporé dans cet outil? Donc, on va faire le tour assez rapidement. Annika, je vais commencer avec toi. Après, ça sera Myriam et on va terminer avec Julie. Ouais, grosse question pour répondre en quelques secondes. Euh, Essentiellement, pour moi, c'est une question de visibilité, de reconnaissance. Je veux dire, le mouvement environnemental n'est pas possible sans la participation de nos communautés autochtones. Donc, reconnaissance de ça au bord puis au sein de la création de l'organisme comme tel aussi. C'est un engagement qu'on a à l'interne dans notre équipe puis qu'on reflète à l'extérieur également. Donc, même si on n'a pas nécessairement la capacité d'offrir toutes nos ressources dans la langue autochtone du Nouveau-Brunswick, on essaie au moins de reconnaître leur présence. Comme petit exemple rapide dans le contexte de langue, quand j'ai fait ma session d'engagement avec nos groupes francophones, j'ai mentionné spécifiquement
On a des problèmes à avoir accès à des ressources en français parfois au Nouveau-Brunswick. Il y a des problèmes exactement pareils en Mi'kmaq, en Wolastoqey, Passamaquoddy, etc. Donc, c'est une reconnaissance que c'est des problèmes qui sont plus grands que juste au niveau de la communauté francophone, puis intégrer ça dans nos communications et notre travail. Puis là, en termes d'ajout à votre outil, on a un guide qu'on a écrit spécifiquement sur comment faciliter des rencontres bilingues. Donc, il y aurait peut-être des ressources là qui sont utiles. C'est disponible sur notre site web pour les gens qui sont ici sur avec nous pour le panel. Donc, je peux partager ça dans le chat. Rien. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que Annika et Chuck vous avez dit, dans d'autres réponses à d'autres questions, c'était, je trouvais dans vos approches que vous valorisez la langue française. Et donc, Annika, tu parlais de expliquer over and over à votre public, à vos clientèles, pourquoi vous faites ça et l'importance du bilinguisme. Et Chuck, tu parlais mettre de côté une journée pour les anglophones pour apprendre le français, non pas nécessairement pour devenir bilingue, mais pour comprendre leurs collègues et apprendre un peu sur la culture francophone. Je pense dans ce sens-là pour les autres langues aussi. Je pense que faire de la place et mettre de l'énergie à traduire dans les langues autochtones et les langues des nouveaux arrivants, ça conscientise et ça valorise ces langues et les réalités des différentes personnes dans nos communautés qui parlent ces langues-là, c'est quelque chose d'extrêmement beau et aussi essentiel. On sait que la culture et la langue sont totalement interdépendants et le fait que le Canada a tenté d'effacer la culture autochtone surtout par les écoles résidentielles en enlevant la langue, on a le devoir de mettre de l'effort pour valoriser ces langues-là et pour les apprendre, pour les parler. Et les autres langues, donc c'est ça. Je sais que c'est beaucoup de travail traduire dans une 50aine de langues, mais on peut quand même créer de l'espace et prendre le temps pour apprendre ces langues-là et être respectueux et sensible aux besoins de chaque communauté ou chaque groupe avec qui on travaille pour traduire dans la langue du groupe. Essayer d'inclure le plus de langues que possible dans différents événements ou services. Incroyable, Julie. Puis oui, juste finalement, je vais dire, je sais que c'est 1 minute, mais merci Myriam, c'était vraiment bien dit. Puis je vais juste ajouter que avec cette note-là, ben, nos luttes sont toujours liées. Donc la lutte et les défis pour les personnes autochtones, les personnes nouvelles arrivants aussi. Puis aussi les langues sont toutes liées aussi. Donc si on apprend comment inclure plus inclusif la langue française ou plus inclusif la langue anglais, on peut changer les idées, on peut changer le culture aussi. Donc ça peut aider globalement. Donc, c'est ça. Oui, j'adore. Juste pour mettre en bon clôture à ça et à cette belle conversation, merci encore à toutes nos trois oratrices. Merci énormément. Lorsqu'on parle lorsqu'on parle de devenir bilingue, lorsqu'on parle de cette question de qu'est-ce que ça veut dire le bilinguisme pour vous et commencer à même implémenter ça, mettre ça en œuvre, c'est vraiment facile d'ajouter une troisième ou quatrième langue à ça. C'est lorsque vous avez déjà créé l'espace pour avoir 2 langues, c'est vraiment possible de ajouter un troisième. C'est comme, oh, attends, regarde, on a déjà les outils nécessaires pour faire ça. On a déjà les structures nécessaires pour ajouter une troisième langue. Quoi? So, je dirais, lorsque je pousse l'importance de devenir bilingue comme organisme, comme OBNL, comme quoi que ce soit, c'est aussi parce qu'en reconnaissant que le français est une langue très ressourcée, c'est beaucoup plus facile à devenir bilingue en français. Mais le moment
on apprend la façon qu'on devrait, la façon qu'on aimerait fonctionner dans cette langue assez ressourcée. Ça devient plus facile à commencer à incorporer des langues beaucoup moins ressourcées. Donc, merci beaucoup tout le monde. Il y a beaucoup plus de choses qu'on pouvait en parler. Mais malheureusement, notre temps ensemble arrive à sa fin. Jessica, je te cède la parole pour nous terminer. Merci beaucoup, Chuck. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, on vous remercie d'avoir participé à cette conversation avec nous. C'était vraiment très intéressant. Pour d'autres événements qui pourraient être intéressants, un peu liés à ce sujet, vous avez, enfin pas liés exactement à ce sujet, mais avec une interprétation en anglais ou avec des ressources traduites, vous avez notre événement qui arrive dans quelques semaines, Engage Fest. Vous avez les détails sur l'écran et dans le clavardage que Jamie a partagé. Et il me semble qu'il y a un autre événement Using the Accessibility Matrix to Improve Service Navigation for Youth. On va vous partager ça dans un mail, dans un courriel de suivi par la suite avec les détails. Et voilà, je vous remercie d'avoir été parmi nous et à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'opportunité.